Ce qui est évidemment frappant, et vous l'avez rappelé, c'est que depuis 2 décennies, nous vivons un rapport absolument bouleversé à l'information, à la communication, au système de communication d'une manière générale, mais qui ont bousculé et qui bousculeront notre rapport au savoir. Nous n'avions pas connu de telles évolutions depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle, et nous avons, j'allais dire, essuyé, mais en tout cas vécu 2 bouleversements majeurs en 20 ans. Et avec la même profondeur, la même épaisseur de bouleversement que ce qu'a pu représenter l'imprimerie au XVe siècle. Nous avons d'abord eu Internet, puis le Web 2.0, et là nous sommes en train de vivre d'une façon accélérée et extrêmement percutante, je dirais, l'intelligence artificielle générative. On en parle tout le temps, et on a raison d'en parler parce que nous sommes au début d'une révolution pas forcément positive, nous allons le vivre dans les décennies qui arrivent, mais en tout cas une révolution à mon avis absolument majeure. Je retente là. Voilà. Alors, dans les études en sciences de l'information et de la communication qui ont jalonné l'histoire de la compréhension des médias, de l'information et de la communication au XXe siècle, j'aurais pu évidemment vous citer beaucoup de théories, je n'en garde qu'une pour ce soir, modestement, mais en même temps, cette théorie est très importante. C'est la théorie qu'on appelle la théorie de l'agenda. Cette théorie, elle a été élaborée par McCombeshaw en 1972. Et en fait, il cherchait à analyser l'influence des médias lors des campagnes électorales. Et on constatait à ce moment-là 2 axiomes qui paraissent au premier abord un peu contradictoires. Le premier axiome, c'est qu'il est faux de dire que les médias influencent directement les publics. Et ça, c'est quand même une petite musique qu'on entend dans les médias, parce qu'ils se pensent aussi un peu surpuissants. Mais il y a aussi chez l'ensemble des publics l'idée que les médias influenceraient directement les publics, c'est-à-dire qu'on regarde quelque chose et on est immédiatement influencé. Là, cette idée-là, il faut qu'on l'abandonne immédiatement parce qu'il n'y a pas d'influence directe des médias, en tout cas pas comme on pourrait imaginer un effet automatique. Mais il est tout aussi faux d'affirmer que les médias ne nous influencent pas. Donc, il faut tenir les 2 en même temps. C'est-à-dire que, oui, bien sûr que les médias nous influencent, mais pas d'une façon directe, pas d'une façon automatique. Et c'est pour cela qu'ils ont développé cette théorie qu'on a appelée la théorie de l'agenda setting, c'est-à-dire l'idée que là où les médias nous influencent, ce n'est pas dans ce qu'il faut penser, mais dans ce à quoi il faut penser. C'est-à-dire que les médias exercent un effet considérable sur la formation de l'opinion publique dans la mesure où ils mettent à l'agenda un certain nombre de thématiques, un certain nombre de sujets d'actualité ou non d'ailleurs, qui définissent un calendrier cognitif informationnel pour nous tous. C'est en cela que les médias nous influencent. Donc pas d'influence directe, mais en revanche, effectivement bien un effet très important sur la manière dont on conçoit notre actualité. Regardez par exemple ne serait-ce que l'antivirus qui en ce moment occupe quasiment toutes les conversations. Alors la théorie de McCombeshaw, si elle demeure valide, a néanmoins été pensée au regard d'un autre prisme, d'un autre type de réflexion qu'on appelle l'effet de cadrage. Parce que bien sûr, les médias nous influencent dans la mesure où ils nous donnent un agenda de thématiques, de sujets auxquels il faut penser, mais malgré tout, la manière dont ils nous présentent les choses, les mots utilisés, eh bien, d'une certaine manière, nous coincent ou nous délimitent ou nous cadrent selon les mots qui sont utilisés. Si je vous parle évidemment de meurtre passionnel ou de féminicide, vous voyez évidemment que le chaînage symbolique auquel je renvoie n'est pas du tout le même. Donc les médias vont nous influencer dans la mesure où ils nous donnent un agenda d'information, mais la manière aussi dont ils nomment les choses, dont ils utilisent certains termes, vont nous faire penser et réfléchir selon une certaine pliure cognitive, une certaine façon d'aborder
les sujets. Il faut aussi avoir conscience, évidemment, mais je parle à un public d'avertis, que être informé, c'est aussi ne pas être informé, dans la mesure où pendant que les médias d'actualité nous donnent une éditorialisation et donc un choix de sujets, eh bien, ils en abandonnent d'autres. Et donc, pendant une semaine, nous parlons d'Élisabeth II et de son règne, nous oublions évidemment tout un autre tas de sujets, tout un ensemble de thématiques, d'événements dans le monde qui auraient pu aussi faire la une. Je ne critique pas évidemment le traitement médiatique de la mort d'Élisabeth II, mais n'empêche que c'était vraiment tout à fait frappant dans la presse française. Donc, qu'est-ce que cela nous apprend immédiatement? C'est qu'en tant que citoyens, nous avons évidemment intérêt à multiplier les revues de presse, les sources d'information, du moment qu'elles sont fiables, pour avoir des effets de cadrage pluriels. Parce que nous n'échappons pas aux effets de cadrage, mais plus nous en avons, plus ça permet de jouer avec ces effets de cadrage et donc de penser les sujets dans la complexité. Les médias eux-mêmes sont influencés. Ils sont influencés de 3 manières. Premièrement, ils sont influencés par les politiques. Pourquoi? Parce que les politiques essaient de mettre à l'agenda médiatique certains faits et évidemment minimiser ou taire certains autres. À tel point d'ailleurs que certaines théories du complot, en ce moment, diffusent l'idée que l'antivirus, ça permet de ne plus parler du pétrole. Ça permet... Bon, ce sont des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux numériques pour les sphères complotistes. L'idée, c'est surtout que un certain nombre d'événements sont préemptés par les politiques, sont délivrés par les politiques parce qu'ils donnent des éléments de langage tout ficelés et que ces éléments de langage sont faciles à récupérer par les journalistes. C'est vous savez, le règne de la petite phrase. La petite phrase vaut mieux qu'un long discours. C'est pas du tout ce que je pense, mais c'est évidemment ce qui est mis en scène par les médias parce que les petites phrases permettent ce que Bourdieu appelait la circularité circulaire de l'information, c'est-à-dire qu'on fait une petite phrase politique, les journalistes en parlent et puis on demande à d'autres politiques de réagir sur cette petite phrase en espérant une autre petite phrase, etc. Donc, cette façon de travailler fait qu'on a des rebonds d'éléments de langage, de petites phrases, qui maintenant, en plus, prennent le relais par Internet du fameux buzz. Et souvent, sur les réseaux sociaux numériques, mais j'y reviendrai, la viralité va de pair aussi avec les outrances. Deuxième façon d'être influencé par l'actualité qui s'impose à eux, c'est bien sûr quand des événements majeurs rompent l'agenda classique, médiatique, la routine médiatique. Alors, il faut que ce soit quand même des événements majeurs ou des événements qui concentrent suffisamment de peur ou d'inquiétude pour qu'ils s'imposent. Et je vais encore prendre le cas de l'antivirus. Bon, pourquoi il fonctionne si bien? C'est qu'évidemment, nous avons intégré dans notre mémoire collective un traumatisme lié au coronavirus, et évidemment, ça fait écho. Et les chambres d'écho fonctionnent très bien aussi dans les médias. Enfin, dernier point d'influence, ce qui est mis en débat et qui va être relayé par Internet. Et parfois même qui naît sur Internet. Pourquoi? Parce que maintenant, toute information d'actualité est reprise, débattue, commentée, niée, discutée sur Internet. Et que quand ces relais d'opinion publique prennent corps sur Internet, eh bien les médias sont aussi obligés d'y réagir. Donc on voit bien comment ça circule et ça s'entrecroise et ça rebondit. Ce qui fait que progressivement, nous sommes passés à une information de masse qui provoque 2 sujets d'inquiétude pour tous les citoyens que nous sommes, qu'on appelle souvent dans les médias, mais pas que, l'infobésité et le stress informationnel. L'infobésité, c'est l'idée que la densité d'informations qui circulent chaque jour fait que nous ne pouvons plus les assimiler. On en a trop. Et donc, la multiplicité d'informations, de canaux, de médiums fait que nous arrivons à une position compliquée en tant que récepteur qui peut nous amener à du stress informationnel, c'est-à-dire le stress de l'information, qui peut amener soit à vouloir se couper
de l'actualité, je ne regarde plus les infos, je ne veux plus lire les médias, je ne veux plus lire la presse. Ou alors, et c'est peut-être plus inquiétant, une baisse de l'empathie parce qu'on s'habitue. Parce qu'une information qui est reprise et reprise et reprise finit par nous habituer. Et c'est exactement ce qu'on vit, par exemple, avec un conflit armé tel que l'Ukraine. L'Ukraine, ça nous a bouleversés au début. Et puis, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas bouleversés, mais nous nous sommes habitués à ce spectacle désolant du nombre de morts et du nombre d'exactions de la part des agresseurs. Ce qui fait que donc nous oscillons tous entre infobésité et stress informationnel et que c'est difficile de ce fait d'arriver à continuer à avoir un esprit critique aiguisé quand tant d'informations circulent de façon quotidienne. Alors, pourtant, dans une démocratie vivace, nous avons besoin d'esprit critique. Nous avons besoin de distinguer les connaissances des opinions, de différencier les informations qui sont stables, sourcées, dans lesquelles nous pouvons avoir confiance, et les autres. Et évidemment, un des dangers serait de se méfier de tout et de tout le monde. L'esprit critique, ce n'est pas tout remettre en question, c'est savoir discriminer de façon positive et d'ajuster notre degré de confiance dans les sources des informations données. Ce qui veut dire que le principal, à mon avis, défi démocratique que nous avons avec nos jeunes, c'est déjà de leur apprendre à faire la distinction entre un journalisme de qualité et un influenceur sur les réseaux. Alors, on peut avoir des influenceurs de grande qualité, mais on en a aussi qui ne le sont pas. Et donc, il faut ajuster ce degré de confiance et être capable de déterminer la fiabilité des sources. Donc, vous voyez, c'est quand même ça nous oblige à être toujours dans une position extrêmement active. J'essaye de tenir le temps. Alors, les désordres informationnels sont facilités par Internet, puisque nous avons un certain nombre de désordres informationnels que nous connaissons maintenant bien. On parle de mésinformation, de désinformation, de fake news. Alors, ces informations effectivement fausses, ce sont les fake news. Mais on peut avoir de la mésinformation où l'inexactitude n'est pas toujours volontaire de la part du locuteur. C'est-à-dire le journaliste peut, de bonne foi, se tromper. Et ça arrive d'autant plus quand on a affaire à des scandales. Parce que ça dérègle tout le jeu journalistique classique. La fake news, en revanche, est bien de l'ordre de la rumeur erronée, de la fausseté, et il y a une volonté de tromper. De la même manière que le deepfake, qui est le trucage audio-vidéo, et qui est en fait une fake news audiovisuelle. Ça nous amène à l'ère de la post-vérité. Et la post-vérité, le problème, c'est que ce n'est plus le vrai, c'est le vraisemblable. Et quand l'exemple nous est donné par des instances officielles, je pense par exemple à Trump, dont on avait dénombré les nombreuses fake news, eh bien, ça donne l'impression que tout est relatif et que tout est finalement affaire de croyance. J'y crois, je n'y crois pas. Mais ça fait obstacle à la science, là je crois que je suis dans le bon cénacle pour le dire, et ce qui fait que s'habituer à ce discours de post-vérité, c'est dangereux. C'est dangereux de penser que tout est sujet à interprétation et que l'opinion et les émotions prendraient plus de valeur que sur les faits. Alors, cette attitude, évidemment, attaque les fondements scientifiques. Alors, c'est d'autant plus dangereux, bien sûr, quand c'est le fait d'institutions comme des politiques de premier plan. Pourquoi ? Parce qu'en période de conflit, évidemment, le maniement des fake news va s'inscrire dans une guerre de l'information de type propagande, bien sûr, qui prend la forme d'une action systématique exercée sur l'opinion publique pour lui faire accepter des idées, des doctrines qui, évidemment, servent un propos idéologique. La propagande diffuse intentionnellement et de manière massive des nouvelles falsifiées, déformées. On le voit avec des actions étrangères, même sur notre sol, c'est de la désinformation. Et d'une manière générale, nous voyons un glissement des propagandes entre la propagande blanche, qui est utilisée pour distiller de vraies informations pour promouvoir une cause, ça peut être des lobbies par exemple pour protéger l'environnement, et puis on glisse vers une propagande grise, c'est-à-dire des informations choisies
qui proviennent de sources valides ou non valides, pour enfin finir vers une propagande noire, où les informations sont fausses et trompeuses, dans le but de dénigrer la partie adverse et, évidemment, avec des arguments fallacieux. Alors, quelles sont les techniques persuasives auxquelles nous avons à faire face, notamment sur Internet ? La simplification. La simplification, c'est évidemment l'idée de transformer des idées complexes en slogans simples qu'on retient facilement. Et évidemment, le danger est pour tous les citoyens de retenir les discours plus simples, parce que c'est plus facile. L'appel aux émotions suscite la colère, la rébellion, la peur, la fierté, etc. L'appel aux émotions, ça fait vraiment partie de l'arsenal idéologique des extrêmes pour frapper l'opinion. La répétition, là encore, les médias, leur force, c'est leur itération. On vous donne un slogan une fois, c'est une chose, mais vous l'entendez à de multiples reprises, repris dans des canaux différents et sur des médias différents, ça finit par produire des effets extrêmement importants. L'adaptation. L'adaptation, c'est le fait que les messages vont être adaptés en fonction des publics pour les séduire, et on va les cibler de plus en plus finement, et parfois quasiment individuellement, sur les réseaux sociaux numériques. Et enfin l'attaque, puisqu'elle attaque de manière brutale les opposants. Alors, l'impact du numérique a bouleversé la propagande, parce que bien sûr, vous pouvez me dire que nous ne sommes pas nés au XXIe siècle avec la propagande. La propagande, nous l'en trouvons depuis que nous avons des traces historiques de la politique. Néanmoins, vous voyez bien que ça change de nature avec Internet, puisque nous pouvons maquiller les sources de façon extrêmement travaillée, nous pouvons créer des deepfakes qui manipulent les images de façon de plus en plus fine, nous subissons des cyberattaques de façon globale, et cet univers donc de désinformation devient un danger pour les piliers démocratiques. Les univers de croyances. Pourquoi, du coup, de ce fait, croyons-nous quand même en des fake news, puisque en fait le taux d'adhésion des fake news va du probable ou j'y crois assurément, eh bien pour des raisons différentes. Première raison, c'est l'absence de connaissances scientifiques sur le sujet. Quand nous avons un sujet, comme nous avons connu avec la Covid-19, qui percute vraiment le monde scientifique, où nous n'avons pas toutes les réponses, eh bien oui, l'absence de connaissances scientifiques peut être évidemment une facilitation pour croire en des fake news. Le faible niveau d'études contribue également à croire aux fake news, c'est-à-dire qu'on voit chez les personnes qui n'ont pas fait d'études supérieures un degré d'adhésion plus fort dans les fake news. L'attrait de la nouveauté, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une séduction dans de nouvelles fausses informations, dans des fake news, parce que c'est nouveau et ça donne envie d'y croire et de le reprendre. L'état émotionnel maintenant des récepteurs joue aussi, c'est-à-dire que plus nous avons affaire à des récepteurs indignés, en colère, et plus le degré d'adhésion aux fake news est fort. Donc un peuple en colère, c'est un peuple aussi qui peut plus facilement croire dans des informations qui ne sont pas fiables. Et enfin, les fake news elles-mêmes diffusent des contenus émotionnels, suscitent des émotions qui vont évidemment aussi permettre leur adhésion ou la faciliter. Repérer une fake news, eh bien, évidemment, suppose une petite gymnastique intellectuelle que nous pratiquons toutes et tous. Quand une information suscite des émotions très fortes, quand elle contient des fautes et des incohérences, quand elle ne cite pas ses sources ou de façon très imprécise, une source bien informée dit que, oui mais laquelle ? Quand elle n'est pas signée, qu'elle a un titre racoleur pour faire le buzz, tous ces petits indices sont à rappeler aux plus jeunes, mais pas que. C'est un travail que nous devons tous faire et qui nous permet d'avoir quand même des alertes. Quand les nouvelles sur un événement sont difficiles à obtenir et à vérifier, eh bien, nous avons une certaine incertitude informationnelle. Cette tension qui peut survenir entre une forte demande sociale d'information et parallèlement une défaillance des promoteurs habituels des nouvelles fiables incite à chercher d'autres canaux d'information. Pour vous citer par exemple l'affaire Strauss-Kahn, que vous avez sûrement en mémoire, nous avons eu affaire exactement à cela, c'est-à-dire une tension entre une forte demande sociale d'information et une défaillance des promoteurs habituels de nouvelles. Et qu'avons-nous pu observer à ce moment-là ?
Eh bien, pour savoir si Strauss-Kahn avait finalement commis ce qui lui était reproché, les journalistes sont allés voir des milieux tout à fait inhabituels pour eux. Donc on a eu des interviews, je cite, parce que ça quand même, Dédé la Saumure, vous voyez tout de suite le niveau de fiabilité de l'interviewé, Dédé la Saumure, proxénète belge. Donc vous voyez bien à quel point les journalistes se mettent à chercher tous azimuts des témoins qui ne sont pas dans leur scope habituel. Et quand on a ce type d'affaires, de scandale, eh bien, nous allons avoir affaire justement à des témoins très inhabituels, et ce qui fait que ça va profondément désorganiser les sources informationnelles classiques. Donc, je cite ce scandale parce que le scandale se prête tout à fait à ce type de désinformation et de désorganisation du système informationnel classique. Donc, dans ce cas-là, lorsque les prometteurs habituels qui sont les médias traditionnels, qui sont les institutions publiques, qui sont les témoins fiables, disparaissent ou sont fragilisés ou n'apparaissent plus sur le devant de la scène, eh bien les canaux parallèles et officieux de l'information se mettent en branle. Et c'est à ce moment-là que nous avons de la circulation de fake news sur Internet. Je rappelle que X et TikTok représentent quand même le gros des réseaux pour les fake news. Et ces processus informationnels de substitution, évidemment, sont sans règle et sans contrôle. Alors, quel risque ? J'en ai identifié 6 que je vais essayer de faire rapidement, parce que sinon je vais me faire gronder. Premier risque, les bulles informationnelles. Alors, qu'est-ce qu'une bulle informationnelle ? Eh bien, en fait, c'est une situation dans laquelle les gens n'entendent ou ne voient que des actualités ou des informations qui vont renforcer de façon très forte leurs croyances et leurs préférences existantes. Alors, bien sûr, quand vous achetez un journal, si vous aimez Le Monde, Le Figaro, Libération, c'est déjà évidemment parce que vous avez envie d'avoir un journal qui vous ressemble. Néanmoins, par Internet, cette espèce de bulle informationnelle se place sans que vous l'ayez décidé. Il suffit de cliquer 1 fois, 2 fois sur des contenus pour que vous soyez très vite happé dans une bulle informationnelle qui va vous proposer toujours le même type de contenu. Les plateformes créent ainsi des chambres d'écho. Alors, je vais citer un petit exemple mignon. Il suffit de cliquer sur un chat mignon et vous allez avoir beaucoup de chats mignons. Mais quand il s'agit pour des jeunes, par exemple, de cliquer sur le suicide, de cliquer sur des discours masculinistes, que j'appelle moi virilistes, eh bien, vous voyez bien que les chats mignons sont loin et que peu à peu, on s'enferme dans une bulle informationnelle délétère. Alors, il y a quand même des limites aux bulles de filtre, parce que si les internautes sont actifs dans leurs recherches, si les internautes apprennent à multiplier leurs sources, leurs contacts, eh bien, il y a un contre-effet à ces bulles de filtre. Mais pour ça, il faut, là encore, avoir une attitude active. Le deuxième risque, ce sont bien sûr les biais cognitifs. Je vais aller vite, vous les connaissez, je n'en cite que 3. Le biais de popularité, qui incite à penser que si beaucoup de personnes pensent la même chose, alors c'est que c'est vrai. Le deuxième biais, le biais de conformisme, qui incite à penser et agir comme ceux qui nous entourent. Et enfin, le biais de confirmation qui nous oriente vers les médias et les données qui renforcent nos croyances préexistantes. Il en existe bien d'autres, mais ces 3-là sont très opérationnels dans le système médiatique. Notre troisième risque, c'est la saturation informationnelle. J'en ai déjà un peu parlé avec l'infobésité et le stress informationnel, qui montre que finalement, l'anxiété peut nous amener à ne plus vouloir être informé ou alors choisir des canaux parallèles. Le quatrième risque, c'est la polarisation des opinions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise Internet. Pourquoi ? Parce que les algorithmes préfèrent les opinions extrêmement polarisées parce qu'elles deviennent plus vite virales. Plus ça vous choque, plus ça vous blesse, plus vous allez avoir tendance à retweeter et à reprendre et à renvoyer la balle. Donc, les algorithmes de recommandation, leur matière énergétique, c'est lorsque on s'énerve, on clique, on reclique. Donc, tous les contenus modérés, intelligents, profonds, qui ont une épaisseur, vont passer à l'arrière-plan pour mettre au contraire au premier plan ce qui est le plus viral. Cinquième risque, l'hyperciblage de l'information.
j'aime beaucoup cette étude. C'est un universitaire de l'université de Stanford qui a montré qu'en fait, quand vous êtes sur Facebook ou un autre réseau social numérique, au bout de 10 likes, Facebook vous connaît mieux que vos liens faibles, c'est-à-dire les gens qui vous connaissent un petit peu. Au bout de 100 likes, Facebook vous connaît mieux que vos proches. Et au bout de 130 likes, mieux que votre conjoint. Alors, cette étude, évidemment, ne prétend pas dire que votre conjoint ne vous connaît pas, hein, mais ce que veut dire cette étude, c'est que la manière dont on like dit très vite qui nous sommes, quels sont nos choix, quelles sont nos préférences. En quoi ça influence l'information ? Eh bien, c'est qu'après, les plateformes, les réseaux sociaux numériques vont vous proposer des dark posts, c'est-à-dire des messages où vous allez être les seuls à les recevoir. Et en fait, c'est une manière finalement très pointue de faire de la désinformation ou de cibler des gens pour des propagandes politiques. Dernier risque, l'intelligence artificielle générative. Alors, le défi de l'IA générative, bien sûr, on nous parle aussi des bienfaits pour la santé, des bienfaits pour un certain nombre de progression dans le savoir. Ce qui me semble très dangereux dans l'IA générative, c'est qu'elle reprend à l'infini des discours déjà finalement élaborés, puisqu'elle ne crée rien, elle ressort ce qu'on a mis dans la machine. Et les discours itératifs créent l'habituation, et ils peuvent faire le lit de tous les stéréotypes, de tous les clichés, de tous les racismes. Ils passent pour naturels, entre guillemets, parce qu'on oublie que derrière, il y a des locuteurs, puisque c'est la machine qui nous les donne. Mais la machine, elle a été alimentée par des locuteurs qui disparaissent totalement. Donc, plus de sources. Donc, ce qui me paraît inquiétant dans l'IA générative, c'est que l'utilisateur peut être confronté à des sources non sourcées, peut être confronté à des citations qui n'existent pas, puisque l'IA générative, quand elle ne sait pas, elle ne vous dit pas qu'elle ne sait pas. Elle vous invente des auteurs, elle vous invente des références scientifiques, elle vous invente parce qu'elle ne dit pas qu'elle ne sait pas. Le doute n'appartient pas à l'IA générative. Et puis, enfin, le problème aussi de l'IA générative était un problème, cette fois-ci, éthique. Et je renvoie aux travaux d'Antonio Casilli sur les travailleurs du clic qui sont exploités de façon assez surprenante et assez choquante dans les pays en voie de développement. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, est-ce une fatalité pour le citoyen ? Eh bien, il y a des questions à se poser, évidemment, pour tous les citoyens. Est-ce que l'information en question est étayée par des preuves ? Est-ce qu'elle est cohérente avec les connaissances scientifiques solidement établies ? S'agit-il de preuves de bonne qualité avec des méthodes rigoureuses ? Est-ce que la source de l'information est identifiable ? S'agit-il d'une source compétente en la matière ? Bref, ce sont des questions qu'on peut poser parfois innocemment dans un repas de famille douloureux, avec tact, mais ça produit parfois des effets intéressants. En conclusion, je dirais que l'éducation média et à l'information est sans doute une clé, pas la seule, mais qui permet de façon intergénérationnelle, tout au long de la vie, de continuer à se poser des questions, puisque l'éducation média, en fait, est processuelle. L'éducation média permet, de la maternelle à l'université, quand c'est bien enseigné, de développer ce que j'appelle le sens de l'impossible. C'est-à-dire de savoir, d'avoir une petite voix cognitive, comme un petit Jiminy Cricket, d'une certaine manière, qui nous avertit en nous disant « ça me paraît pas possible ». Et quand on a ce sens de l'impossible, ça veut dire que nous pouvons apprécier de façon critique les sources. Je finirai juste par une petite illustration. Il y a un site qui s'appelle le Gorafi, c'est l'anagramme du Figaro. C'est un site satirique qui reprend extrêmement intelligemment les codes du journalisme sérieux, mais qui évidemment se moque. Quand on est un citoyen français, bien aguerri, on regarde le site et au bout de 5 minutes, on éclate de rire parce qu'évidemment, on comprend que c'est satirique. Eh bien, des journalistes à l'international se sont laissés prendre. Pourtant, ce sont des journalistes très bien formés, mais ils n'avaient pas les codes socioculturels pour comprendre et pour avoir ce petit sens de l'impossible qui leur dit à un moment donné, là, ce n'est pas possible. Donc, si, en tant que citoyens, nous développons ce sens de l'impossible, et en tant que scientifiques, nous le développons, nous essayons de le développer, si nous continuons tout au long de la vie de promouvoir justement cette petite musique qui nous permet de se dire, là, ça me paraît pas possible, je vais aller plus loin et je vais vérifier,
alors nous pourrons peut-être lutter efficacement contre tous ces dangers. Merci. Bravo. Merci pour cette conférence. Président, dans mon pouvoir souverain de modérateur, j'ai laissé Laurence Courroy, sur un sujet aussi passionnant, dépasser les quelques 20 minutes qui vous étaient attribuées. Mais voilà un sujet fort intéressant. Demain matin, lorsque nous lirons notre journal préféré, nous devrons mettre en pratique toutes ces grilles d'analyse, toutes ces questions. Moi, je lis L'Équipe. Ça peut être une belle lecture. Bien, avez-vous... Oui, une question. Je m'excuse, j'ai une question au fond. Oui, merci pour votre intervention. Je posais une question pour savoir comment classer un type d'information qui nous arrive avec une auréole de faire le bien et de corriger les choses. Ce sont les lanceurs d'alerte. Comment est-ce que vous les classez ? Eh bien, ça dépend des lanceurs d'alerte. C'est très compliqué, les lanceurs d'alerte, parce que certains peuvent être bien informés, peuvent être animés de bonnes intentions, et parfois c'est nécessaire. Je pense que la démocratie doit pouvoir supporter d'avoir des lanceurs d'alerte qui lancent des alertes à bon escient. Je pense par exemple à des scandales sanitaires, je pense à la Bretagne, vous savez, avec les algues vertes. Je pense qu'il y a eu des lanceurs d'alerte qui ont fait leur travail. Et puis, on a des lanceurs d'alerte qui représentent en réalité des lobbies, et des lobbies qui ne sont pas toujours des lobbies pour le bien-être de l'humanité. Et là, il faut être extrêmement vigilant. Donc, je ne crois pas qu'on puisse mettre tout le monde dans le même sac. Il faut se poser toujours la question de l'intentionnalité du lanceur d'alerte. Mais parfois, ils sont nécessaires. Parce qu'on ne peut pas partir du principe que l'information est forcément verticale. C'est-à-dire que les gouvernements nous diraient toujours le vrai. Et puis, vous voyez, les gens du terrain diraient toujours le faux. C'est une façon, évidemment, de penser qu'on sait parfaitement erronée. Parce que j'ai eu à connaître, j'ai été mêlé professionnellement à ce genre de développement médiatique insensé, à partir d'une information qui venait simplement du caractère d'un personnage qui était en cause et qui s'est débattu, a lancé un faux problème qui a envahi les médias. Et c'est dans le domaine de la santé. Donc ça marche bien, ça, dans le domaine de la santé, en toxicologie. Donc effectivement, quand on était proche de la source, ça se démontait facilement, mais on a vu se développer dans les médias une espèce de vague d'indignation qui n'avait pas lieu d'être. Je vous remercie de dire cela parce que, comme j'avais mon voisin qui timait le temps, il y avait une phrase que je voulais dire à un moment donné que j'avais pas pu dire en essayant de cavaler après le temps. C'est que, vous savez, dans les organismes de médias, il y a ce qu'on appelle les fact-checking, les fact-checkers, qui essaient de démonter des fausses informations. Et en général, ça marche plutôt bien, sauf pour le domaine de la santé. C'est-à-dire que les études montrent que quand on fait du fact-checking pour la santé, malheureusement, l'opinion publique, si elle est persuadée que l'information virale qui a été lancée a la petite musique de la vérité, eh bien, on peut fact-checker autant qu'on veut, ça ne passe pas. Je ne peux pas l'expliquer, mais voilà. Je peux pas l'expliquer. On a eu une opinion traumatisée par un certain nombre de scandales sanitaires, quand même, et de santé, ça joue. Mais en tout cas, ça va totalement dans votre sens. Jean-Dominique ? Oui, merci beaucoup. Vous avez de façon très pédagogique disséqué, moi je suis médecin, ce sujet. Il y a un aspect particulier qui est que tous les médias, qu'ils soient publics ou privés, sont financés. On a la page publicitaire sur toutes les chaînes. Et quelle est, selon vous, l'influence et comment éventuellement la repérer, celle des gens qui financent cette communication ? Est-ce qu'il y a une influence, directe ou indirecte ? Oui, il y a une influence directe et indirecte, les deux. Alors, ça dépend. Évidemment, imaginons que vous soyez le patron d'AutoPlus, je ne sais pas si le titre existe, ou Automoto, je sais que j'ai des spécialistes dans la salle, et que vous êtes le patron de Volkswagen, vous avez une influence directe.
sur la page de publicité parce que vous êtes un gros annonceur. Mais sur les chaînes d'information. Voilà, sur les chaînes d'information, c'est plus subtil. C'est beaucoup plus subtil que cela. Ça dépend de la taille. Si c'est L'Oréal, oui, ça peut avoir une influence. Si c'est de ce niveau-là d'annonce. Mais c'est toujours comment dire, c'est toujours du off. C'est-à-dire que personne ne signe jamais de contrat direct, disant que par exemple, si L'Oréal achète plutôt un certain nombre d'espaces, eh bien on ne parlera pas en mal de L'Oréal. Ça se passe pas comme ça, parce que d'abord les chaînes ont des règles éthiques, mais il peut y avoir en tout cas une frilosité, on va dire, hein, pas un empêchement, mais une frilosité. Si je peux me permettre, puisque vous êtes à l'Arcom, est-ce que l'Arcom surveille qui finance les médias? Alors, oui. Oui. Alors, je suis à l'Arcom Grand Est, où nous nous occupons pas des médias nationaux. Hein. Voilà. Mais oui, l'Arcom s'intéresse à qui finance, bien sûr. Et on a vu dans les débats parlementaires récents que la question de qui finance est importante. Ouais. À propos de la pub, il y avait la fameuse formule de Patrick Lelay, une vingtaine d'années. Je vends du cerveau humain disponible à Coca-Cola. Cerveau disponible. Et je vends de la soupe qu'au moment de la pub, leur cerveau soit suffisamment disponible. Oui. Je suis pas sûre que la formule ait été très heureuse pour lui, d'ailleurs. Hein. Oui. On lui a prêté la formule, je sais pas. Une question derrière, là. Une question déjà là, oui. Mais je ne retourne jamais. Une question devant moi déjà. Merci. Je reviens au fait de Garoffi. Oui. Il a l'esprit de Pierre Dac et ça, il le cache pas. Donc, est-ce que d'avoir l'esprit de Pierre Dac, l'esprit de la loufoquerie, c'est un terme qu'on ne connaît plus maintenant, peut être attaché à votre analyse? Alors, j'espère que je n'ai pas fait une conférence loufoque. Sinon, je vais me dire que j'ai quand même peut-être un peu loupé l'exercice. La loufoquerie pour un site satirique est plutôt bienvenue. Donc je crois que toutes les formes satiriques sont intéressantes parce que ce que fait le Gorafi très bien, c'est que en fait, en se moquant de la norme, elle la met aussi en relief. C'est-à-dire qu'elle prend toutes les aspérités du journalisme sérieux pour prendre de la distance, mais ça permet de réfléchir aussi sur le traitement médiatique. Je trouve que c'est assez sain dans la mesure où on est capable de le décrypter. Mais il traite des affaires sérieuses aussi. Oui, parfois. Il faut les faire, il faut. Absolument. Il a mis à son numéro 2, le numéro 3 va sortir le mois prochain. Sur mon arrière. Merci. Je voudrais, dans la suite de la question posée par Jean-Dominique, et ça m'était venu au cours de votre exposé, vous n'avez pas du tout mentionné le pouvoir d'influence du public lui-même, au niveau de l'audience, évidemment. Donc, il n'y a pas que les financeurs qui peuvent directement influencer, mais il y a forcément, pour que les médias survivent, une course à l'audience. Et l'audience, avec quoi fonctionne-t-elle? Eh bien, sur les goûts du public lui-même. Et donc, c'est, à mon avis, un des moteurs, un des éléments très importants de cette affaire-là. D'ailleurs, ça va de pair avec ce que vous avez dit sur les bulles médiatiques. Et donc le degré de liberté des journalistes eux-mêmes au sein des rédactions pour mettre en avant tel sujet, etc. Le goût pour le buzz, etc. pour les sujets clivants. Donc c'est un point qui me semble essentiel. Oui, je l'ai cité uniquement effectivement pour les commentaires que maintenant tout internaute peut laisser aux médias. Parce qu'effectivement, il y a dans la réactivité possible, parfois quasiment en temps direct, effectivement, une pression pour le système médiatique global, ça c'est sûr, oui. Je vous en prie. Oui, dans la foulée de cette question, oui. Merci d'abord pour votre conférence. Dans la foulée de la question qui vient d'être posée, est-ce que je comprends la formation individuelle, l'éducation individuelle aux médias, mais quelle est l'éducation des gens qui font les médias au triage de l'information? Parce que le radio-trottoir, enfin, on interroge dans la même émission des gens que des opinions complètement opposées, quoi, je veux dire. Donc, voilà. Et donc, quelle est l'éducation de ceux qui font les médias, quoi?
Eh bien, c'est une très bonne question, parce que l'éducation aux médias et à l'information devrait être dispensée dans toutes les écoles de journalisme. Ça l'est parfois, pas toujours. Après, les journalistes dépendent aussi d'une course à l'information qui les met sous une très grande tension, puisque on peut avoir des informations quasi instantanées. Le fait aussi que les chaînes d'information en continu font vieillir très vite les informations, puisqu'en fait, en moyenne, quand vous avez une information qui sort à 8h du matin, à 23h, vous l'aurez entendue 5 ou 6 fois. Donc, elle se périme extrêmement vite, donc ça les met extrêmement sous pression. Ce qui fait que ce système, je dirais que la vitesse de l'information, son instantanéité, les réactions en temps réel des publics font que tout ça, ça fait obstacle à la déontologie, ça fait obstacle à la réflexion. Ce qui fait qu'évidemment, c'est facile de jeter l'anathème sur les journalistes en disant ils font mal leur travail. Mais en réalité, ils sont aussi eux-mêmes dans un système, un carcan extrêmement contraint qui fait que certains aimeraient faire une information de plus grande qualité et sont bloqués aussi par les temps. Donc on a encore quelques médias qui peuvent se permettre des temps longs, qui peuvent se permettre des investigations, mais ce ne sont pas tous les médias, et puis rarement les quotidiens, parce qu'ils sont dans une course à l'échalote aussi entre médias. Y a-t-il un ordre, comme il y a l'ordre national des médecins, un ordre national des journalistes, enfin... Alors, il y a des systèmes de régulation. Il y a la charte de déontologie des journalistes et l'éthique des journalistes. Il y a des façons... alors, l'ARCOM est là aussi, justement. Quand il y a des informations erronées, vraiment où il y a des erreurs, ou des manquements éthiques, je dirais. Mais c'est difficile de faire plus. Une dernière question. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous connaissez le livre de Daniel Kahneman sur le système 1, système 2, cerveau intuitif, cerveau analytique, qui pose le problème de la délégation de connaissances, en fait, parce qu'il est plus facile de faire travailler son cerveau intuitif que son cerveau analytique qui est très chronophage et énergétivore. Et est-ce que vous connaissez aussi le problème des biais de la loi de Brondolini ou l'asymétrie justement des fake news? C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus d'arguments pour contrebalancer, enfin débunker, c'est un mot à la mode, donc les fake news. Oui, et alors je ne connaissais pas votre première référence, mais en revanche, effectivement, le fait que il faut beaucoup travailler pour débunker une fake news, ça je le savais déjà, mais surtout le problème, c'est que pendant que vous débunkez une fake news, il y en a des tas d'autres. Et c'est un peu le problème des fake news, c'est pour ça que je suis pas pour tellement débunker les fake news, je suis plutôt pour finalement développer une armature cognitive, psychique, émotionnelle qui nous permette les premiers barrages personnels. C'est-à-dire que plus par exemple, une petite gymnastique qu'on peut tous faire, c'est des revues de presse régulières. Changer les sources d'information, les multiplier. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que plus on multiplie les sources d'information, et plus on est capable quand même de discerner vite ce qui nous paraît fiable de ce qui est moins fiable. Alors que si on perd notre temps, je dirais, même si je pense que c'est bien de fact-checker, mais plus on perd du temps à essayer de débunker une fake news, et parfois en santé en plus, c'est pas très efficace, on va en laisser passer plein d'autres. Donc, c'est une course infinie au débunkage des fake news. Il vaut mieux qu'on travaille, nous, personnellement, individuellement, sur notre capacité à faire des revues de presse, à multiplier les sources, à dire, tiens, Le Monde dit ça, je vais regarder Libé. Ah, Libé dit ça, je vais regarder Le Figaro, je vais regarder Le Point, je vais regarder aussi sur Internet les pure players comme Mediapart, etc. C'est-à-dire multiplier les focales pour après nous faire notre opinion de citoyen. On doit cesser là le jeu des questions-réponses. On doit laisser là pour passer une autre conférence. Merci. Merci. Pas dépasser les...